Cette semaine au balado, Jérôme Blanchet-Gravel et moi-même s'entretenons avec les deux animateurs du podcast Le Bunker, GG et Science, qui nous expliquent la philosophie et les différentes applications émancipatrices de l'univers Bitcoin. Tout cela et bien plus dans votre libre podcast. Bonjour et bienvenue au Libre Podcast, votre balado hebdomadaire entièrement consacré à l'analyse de l'actualité de la semaine Libre Média et bien plus. Je suis votre animateur, Francis Denis, en compagnie de Jérôme Blanchet-Gravel. Jérôme, bonjour. Bonjour Francis. Jérôme, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de deux invités qui nous proviennent de la France et qui vont discuter avec nous justement de tous les enjeux liés à la liberté économique, liberté politique, liberté individuelle aussi. Alors, on leur souhaite la bienvenue. Science et GG, bonjour. Bonjour et puis merci pour l'invitation. Alors moi, c'est Science, je suis... co-hôte et animateur de l'émission Le Bunker. Le Bunker, c'est un podcast hebdomadaire dans lequel nous discutons avec des entrepreneurs, des expatriés et des penseurs avec comme fil conducteur la liberté au sens large. Également, moi c'est GG, donc co-host du Bunker avec Science, où exactement toutes les semaines on parle de comment activer des solutions pratiques pour se changer soi-même et essayer de devenir un humain 2.0 dans ce monde moderne et d'arrêter de subir. Ben exactement. Peut-être avant de rentrer dans votre philosophie, bon, des différentes les moyens que vous proposez pour se sortir un peu de cette chape de plomb qui nous pèse, spécialement nous, la jeunesse, et les différentes, on pourrait dire, mécanismes politico-économiques là, qui pèsent sur nos épaules. Mais d'abord, parlez-nous un peu de votre démarche. Comment est-ce que vous êtes Parlez-nous un peu de votre philosophie et de la philosophie qui anime votre podcast, Le Bunker, et parlez-nous un peu comment en êtes-vous arrivé à la conclusion que la liberté devait être, la liberté individuelle devait être mise de l'avant et même, disons, vécue à 100%. Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, avec Science, nous, on s'est rencontrés dans la communauté Bitcoin en France. Dans la communauté de la crypto, mais vraiment des bitcoiners, ce qu'on appelle maximalistes, c'est les gens qui s'intéressent à Bitcoin comme un outil de souveraineté et qui sont un peu moins dans l'aspect spéculation, trading, qu'on peut retrouver beaucoup dans l'écosystème de la crypto. Et en fait, on voulait créer du contenu pour proposer des solutions aux gens. Parce qu'en fait, le climat actuel en France, beaucoup de gens ont l'impression d'être dans une impasse. En anglais, on parle souvent de black pill, c'est-à-dire que les gens n'ont pas beaucoup d'espoir. Ils se raccrochent aux élections, ils se raccrochent à l'espoir de pouvoir avoir un homme politique libéral, d'avoir un homme politique qui pourra revenir sur des valeurs un petit peu plus traditionnelles, qui pourra endiguer un petit peu les vagues d'immigration qui arrivent. Mais en fait, à part voter et commenter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ils font pas grand-chose. Et en fait, nous, on voulait les amener dans le champ de l'action parce qu'on part du principe que avant de changer la société, il faut se changer soi-même, et c'est en se changeant soi-même qu'on change la société. Donc, on a voulu amener cette idée-là que il faut passer à l'action. Alors nous, on parle beaucoup de business en ligne, on parle beaucoup d'expatriation et on parle beaucoup de Bitcoin, mais pas que. On essaye un petit peu d'amener un toolkit pour que les gens puissent arrêter d'être pessimistes sur leur futur et qu'ils puissent avoir les armes en main pour entre guillemets pouvoir mener une vie paisible comme nos parents ont pu les avoir pendant les 30 glorieuses, quoi. Et vous, Science, et peut-être commencer aussi, Science, parlez-nous un peu de votre surnom, puisqu'on a bien compris que c'était pas votre vrai prénom, mais parlez-nous pourquoi Science et justement quelle est votre démarche personnelle à vous? Alors, pour être tout à fait honnête, Science est un reliquat, c'est un vestige d'un ancien projet où j'avais prévu d'expliquer un petit peu Bitcoin avec un avatar de scientifique sexy à gros seins.
Et ça s'est jamais fait. Mais du coup, j'ai gardé le pseudo Science. Je sais pas trop pourquoi, mais tu sais, au fur et à mesure, au bout d'un moment, quand les gens te connaissent sous un pseudo, bon, bah, c'est difficile de s'en décrocher. Du coup, c'est un petit peu ça. Pour rajouter sur ce que disait GG auparavant, il y avait aussi l'envie de parler notamment, pas que, c'est pas du tout le thème central de notre émission, mais de Bitcoin sous un autre angle, c'est-à-dire sous un angle de divertissement. Et quand on a regardé ce qui se faisait dans le paysage, c'était le meilleur moyen de faire un pied de nez un peu à l'offre existante, parce que en francophonie, en tout cas en France, il y a du divertissement, on va dire libéral, ou de droite, plus traditionnelle ou plus conservatrice, mais un peu comme l'a dit GG, ce sont des médias de divertissement qui sont cathartiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui crachent le feu sur les constats, sans jamais proposer de solutions concrètes à leur audimat. Et du coup, ça crée des humains qui sont gris, qui vont dans un open space bosser la journée, qui se font tabasser par le destin, par la vie, par l'État, par tout le monde, et qui rentrent chez eux pour allumer leur télé et regarder ces influenceurs et ces divertissements. Ça leur fait oublier leur misère pendant quelques minutes, et puis le lendemain, ils repartent dans la même boucle, et on pense que c'est une sorte d'opposition contrôlée quelque part, et nous on voulait faire un contre-pied avec à la fois du divertissement mais aussi la volonté forte de créer une communauté avec des actions concrètes, de l'entraide et des gens qui ont envie de s'en sortir, quitte à utiliser les outils modernes, c'est-à-dire, je vais parler rapidement technique, mais comme la théorie des 5 drapeaux, que ça doit parler aussi à Jérôme, mais la théorie qui veut que en internationalisant un petit peu sa vie, on diminuait sa surface d'attaque vis-à-vis d'un État oppresseur, par exemple. Voilà. C'est intéressant ce que vous dites, Science, sur les médias. On aimerait en savoir plus. On suit de près, évidemment, à Libre Média, l'évolution des petits, des grands médias, médias traditionnels, des médias subventionnés. Vous dites qu'en France, malgré tout, parce qu'il y a quand même concrètement, on peut le dire, des médias comme CNews, dit de transition, des médias qui sont un peu à cheval entre le média, mainstream et le média alternatif. Pour vous, c'est pas suffisant. C'est-à-dire, il y a une droite en France qui est quand même assez entendue, qui s'exprime fortement. Et pour vous, c'est une droite qui finalement fait du surplace en quelque part, là. Le fait est que oui, il y a des médias, on va dire, ça reste des médias grand public de droite comme CNews, mais ils vont avoir la même caractéristique que les médias alternatifs qui ne font que poser le constat. Et à exciter un petit peu les foules sur ce qui va pas. On pourrait dire que c'est déjà un point positif, mais à force de rabâcher les mêmes choses encore et encore, ça donne un effet secondaire qui est un petit peu un état de dépression et de léthargie. On va dire aussi d'attentisme, qui est l'espérance de voir arriver au pouvoir un jour un homme providentiel qui réglerait tous nos problèmes. En sachant que ce qu'on propose plutôt, ce serait de responsabiliser les individus, plutôt que d'aller mettre un papier dans une urne et espérer que tout va bien se passer une fois tous les 5 ans. Que peux-tu faire au quotidien pour améliorer tes conditions de vie sans avoir à attendre sur autrui, sans être dans le rapport de domination ou de... Voilà. Vous ne croyez plus aux politiques, dans le fond, pour le dire simplement. Non. Pour vous, c'est plus un levier qui peut changer les choses en France, peut-être ailleurs aussi, mais c'est quand même gros, c'est-à-dire la rupture avec ce qu'on appelle en faisant le politique. C'est un sujet très vaste et compliqué, mais effectivement, en tout cas en France, je pense que beaucoup de gens me rejoindront. C'est même pas quelque chose de disruptif ou de subversif de dire ça. Le citoyen a l'impression qu'il n'a plus aucun levier sur ce qui se passe autour de lui, et que même si on croit en la démocratie, que les processus démocratiques sont devenus obsolètes et dévoyés, dans le sens où on ne peut rien faire. On a l'impression que la majorité des gens sont mécontents, mais que rien ne change, voire que la dérive s'accélère.
La démocratie, c'est des mathématiques. Aujourd'hui, en France, la moitié du corps électoral a plus de 50 ans. On a à peu près 60 à 70% de la population qui est bénéficiaire net des aides de l'État. Il y a 10% de la population, il y a plus de 10% de la population qui est fonctionnaire. Donc en fait, les gens ne peuvent pas voter pour moins d'État quand ils sont un peu sous la houlette de l'État et que c'est la main qui les nourrit. Donc mathématiquement parlant, à part un monarque de droit divin ou un dictateur éclairé, je pense que si on reste dans le processus démocratique en France, le choix ne va pas. On n'a pas beaucoup de choix. D'ailleurs, le parti dit d'extrême droite, qui est le parti de Marine Le Pen, est totalement aligné avec tous les partis de gauche sur le plan économique, plus ou moins. Et le système des retraites également, parce que le vote des boomers est tellement important. Et en fait, ce point-là, il est très important, parce qu'en fait, concrètement, si on a une immigration de masse en France, c'est aussi dû au fait qu'on a un système de retraite par répartition. Et vu que la pyramide des âges s'effondre et que les gens ne font plus d'enfants, donc il n'y a plus personne pour payer la retraite géante des boomers, ils sont obligés de ramener des migrants du tiers-monde pour prendre leur vélo pour aller livrer des repas sur Uber Eats, pour pouvoir payer la retraite des boomers. Donc en fait, si un parti politique est contre l'immigration de masse, il va falloir qu'il remette en question ce système des retraites par répartition. Sinon, c'est une ineptie. Et c'est pas le cas de Marine Le Pen, qui est, entre guillemets, le plus gros parti d'entre guillemets, extrême droite, quoi. Très intéressant, GG. On a l'impression que c'est la même chose au Canada, finalement, à un système qui est insoutenable. Hein? Donc, pour compenser le vieillissement, on fait venir effectivement des masses d'immigrés qui payent la retraite des boomers aux retraites dorées. Bon, vous croyez plus beaucoup aux politiques, mais quand même, il y a un homme quand même qui a émergé en Argentine, Javier Milei. On vient de diffuser un grand documentaire sur l'Argentine de Milei. Francis Denis et moi, on s'est rendu à Buenos Aires de parler à plein de gens. Et quand même, il y a Milei quand même qui a émergé, qui est en train carrément de changer, de rénover l'économie. Est-ce qu'il y a quand même pas encore un certain espoir de ce côté-là? Ils ont touché le fond. Ils avaient, je crois, 1000% d'inflation par an, même plus que ça. C'est-à-dire qu'ils sont passés par des phases qui étaient très, 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 très difficiles. On parle de phases d'hyperinflation où le prix des produits double chaque mois quasiment. Donc, d'après moi, pour que le Français moyen change d'état d'esprit, il va sûrement falloir passer par un stade où les frigos sont vides, où ils commencent à devenir vides, pour pouvoir remettre un peu en question ce logiciel mental collectiviste qui est vraiment imprégné dans l'inconscient collectif français. J'aimerais rajouter aussi que sur Javier Milei, je suis pas aussi renseigné que vous, donc je ne pourrais pas commenter en... On vous invite à voir nos documentaires très instructifs. Et ce sera vous allez avoir des accointances. Certainement, on a eu, juste pour... on a eu, par exemple, monsieur quand même Benegas Lynch, le grand économiste, qui est le mentor de Milei, un type qui ne croit pas du tout aux banques centrales. Je pense que ça mériterait que vous, mais aussi que vos auditeurs, que les auditeurs du Bunker, voient le documentaire. Je vous laisse poursuivre. Avec grand plaisir, ce sera fait. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Hein. Je suis très intéressé. Il y a toujours des gens qui vont comparer les politiques de Bukele et de Javier Milei, par exemple, en sachant que c'est pas la même approche, évidemment. Mais je me demande vraiment si le fait qu'il ait... alors, il a pris des mesures très fortes, mais est-ce que le fait qu'il ait conservé la structure démocratique en place ne le ralentit pas ou ne l'empêche pas d'aller au bout de ses mesures? Donc, ce sera avec grand plaisir que je vais me renseigner avec votre documentaire. Ce qui est intéressant dans votre analyse, parce que j'aimerais qu'on commence peut-être par le diagnostic à la CNews avant d'entrer dans les solutions à le bunker finalement. Donc parlez-nous chacun à votre tour. Là, commençons peut-être encore par vous, Science. Cet État-providence là, qui, disons, cette volonté de collectiviste. GG a dit qu'il faisait partie d'une espèce d'inconscient collectif. D'où vient un peu cet inconscient collectif-là? Est-ce que c'est
on pourrait dire, l'empreinte d'un certain catholicisme médiéval qui perdure à travers l'État-providence? Est-ce que c'est peut-être une question, on pourrait dire, de la psyché mentale française et peut-être québécoise aussi, qui fait en sorte que, en abandonnant, entre guillemets, la figure de Dieu, il fallait se racheter, on le fait comment? En aidant le prochain, et donc l'État vient remplir un peu cette fonction. Est-ce qu'il y a une dimension un peu comme ça de permanence du religieux qui est dans l'État-providence tel qu'on l'a hérité et qu'on le subit aujourd'hui, selon vous? Le catholicisme... Vous touchez... Je pense que vous touchez du doigt quelque chose d'important. Il y a clairement eu quelque chose qui s'est produit de l'ordre de... on va commencer autrement. Quand l'homme ne cesse de croire, il ne cesse pas de croire. Il croit juste en n'importe quoi. Donc effectivement, il faudrait un petit peu aller chercher et analyser ce qui s'est passé au niveau historique. Je pense qu'il y a effectivement eu quelque chose de l'ordre de la suppression de l'hégémonie de l'Église pour la remplacer par autre chose. Et cette autre chose, ça s'est matérialisé... par l'État et la démocratie notamment, et on peut s'apercevoir qu'en fait c'est une religion qui en a remplacé une autre quelque part, et cette religion elle fait des mythes, des enfants mythes, comme on voit aujourd'hui. La démocratie va nécessairement avec la réduction du CO2, avec l'approche sociale et solidaire avec le monde entier, pendant que le monde ne l'est pas envers nous, avec le fait qu'il faille accueillir toute la misère du monde, avec le fait qu'il faille toujours aider davantage son prochain au-dessus de tout. Bref, pour vous répondre concrètement, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Je vais laisser GG compléter s'il le faut, mais on a vraiment l'impression qu'il y a eu comme un hack, un piratage du logiciel catholique, donc aussi avec toutes ces parts de culpabilité, etc., et qui a été un peu hijacké, je fais beaucoup d'anglicisme décidément, pour pouvoir vendre certaines idées et suivre un certain agenda. Donc, l'émancipation des années 60, des 68 heures et tout ça, finalement, disons, ils n'ont pas été à la hauteur de leurs prétentions, finalement. On est resté dans la culpabilité, tout ça, pour faire accepter le fardeau fiscal, d'une certaine façon. Ouais, d'une certaine manière. Mais alors, pour revenir au point de départ, je pense qu'il y a deux choses. Oui, il y a ce catholicisme mal interprété, qui a une espèce de pudeur et de problème avec l'argent, qui est beaucoup moins décomplexé que ce qu'on peut avoir dans le monde anglo-saxon. C'est vrai. C'est pas le Christ révolutionnaire qui va chasser les marchands du temple. Non, on est sur quelque chose qui est dans la culpabilité, se flageller soi-même. Et ça, c'est vrai, c'est imprégné dans la culture française, on le sait, mais historiquement, il y a un tabou avec l'argent, faire du fric. Mais au-delà de ça, il y a vraiment l'école obligatoire et le système de l'éducation nationale. Et comme le disait très justement Science, dans un monde ou dans une société où on enlève le sacré, la nature a peur du vide. Donc du coup, les gens sont obligés de recréer du sacré. Et nous, on nous a imposé les valeurs de la République. Et on a créé des mythes qui sont totalement faux. Par exemple, on nous vend que la France a le meilleur système de santé du monde. Alors que si tu vas dans des urgences dans n'importe quel hôpital de province, tu vas attendre 5 heures et tu seras à côté de mecs en train qui se sont pris des coups de couteau ou qui sont en train de vomir. Donc notre système de santé n'est objectivement pas le meilleur du monde. Je dis pas que c'est le pire. Mais par exemple, on comparait... nos auditeurs au Québec, quand vous avez dit 5 heures d'attente, ils se sont... Nous, on est plus dans le 12 heures, 12 et plus. Là, donc, non, mais vous pouvez vous réconforter en nous regardant. C'est pas une compétition. Je pense qu'on a toujours le plus de morts à cause de l'attente aux urgences. Je dis pas que le système, je pense qu'il y a des problèmes dans les systèmes même qui sont privatifs. Aux États-Unis, on voit que ça, c'est pas folichon. Mais on a reçu Olivier Roland qui lui est à Dubaï. Il a une assurance santé qui lui coûte 120 € par mois et il est assuré à hauteur de 1 million d'euros par an n'importe où dans le monde sauf aux États-Unis. Et on voit que 120 € par mois, c'est même pas ce que paye un Français qui est payé au salaire minimum en contribution sociale pour la sécurité sociale.
Donc on voit que si ce marché et en fait tout le monde a accès à ce système de santé. N'importe quel étranger qui arrive en France peut se faire soigner au même titre qu'un Français. Moi, par exemple, j'ai une amie qui travaille dans une association de Géorgiens. Alors la Géorgie, c'est un petit pays à l'est de l'Europe, mais c'est même pas dans l'Union européenne. Et en fait, ils ont une association où ils font venir des Géorgiens en France. Ils se font soigner en France et après ils repartent. Et en fait, c'est un peu le lunch, le repas. Tout le monde a un repas gratuit. Et du coup, les prestations baissent continuellement, quoi. Donc, on voit qu'il y a des problèmes structurels là, qui dépendent un peu de cet état providentiel. Là. Même le mot le dit, il y a quelque chose de théologique dans l'état-providence. Donc, c'est vraiment une conception providentielle de Dieu là, qui est vraiment liée peut-être spécifiquement à la théologie chrétienne. Donc, on voit qu'il y a un lien de filiation entre les deux. Comment est-ce que ça se déploie au niveau économique en France? Là, on en parle depuis, vous avez eu des problèmes de budget, des gouvernements qui se sont succédés rapidement avec des premiers ministres et tout ça. Donc, on voit qu'il y a une crise politique qui est liée à cette question budgétaire. Finalement, vous avez désormais eu un budget là, récemment. Mais parlez-nous un peu de la dette française et qu'est-ce que ça peut représenter ou disons, comment est-ce que le régime officiel présente les voies de solution pour se sortir de cette impasse? Est-ce qu'ils osent en présenter ou pour essayer au moins de sauver la face à court terme? Faut savoir que déjà, je rebondirai plus tard sur l'état providentiel. J'ai bien aimé cette remarque que tu as fait. Mais au niveau politique, non, stratégie de l'enfumage, c'est-à-dire que de toute manière, le budget, ça reste à peu de choses près le même. On a même des dépenses exceptionnelles qui arrivent de tous les côtés. Je crois qu'aujourd'hui ou hier, Emmanuel Macron a dit qu'il enverrait 90 milliards à l'Ukraine, en disant qu'il n'avait pas le choix. Donc en fait, non, ça continue et même pire qu'avant. Et alors, il y a une stratégie on aime bien appeler ça PSYOP, opération psychologique, c'est-à-dire que le but du jeu, pour pas que les gens se posent des questions vis-à-vis de ça, de toute façon ils ont aucun levier là-dessus, ça va être de constamment faire des news, avoir de l'actualité, des choses qui sont draw a line, pick a side, comme on dit en anglais, donc controversées sur du sociétal. Voilà, principalement, c'est la stratégie du gouvernement et des médias qui sont de toute manière clairement les voies de communication du gouvernement. On va toujours être dans le sociétal et Par sociétal, par exemple, cette semaine, il y a eu l'euthanasie, si on vous parlait de ce genre d'enfumage. Exactement, mais ça pourrait être quelque chose sur le voile islamique, ça pourrait être en fait tout est prétexte à faire des scandales et ne pas parler des sujets qui sont le mur qui se rapproche de notre face. En fait, je pense que l'islam radical est un problème que vous prenez quand même au sérieux. Mais ce que vous dites, c'est que ça contribue à la normalisation de l'état d'urgence depuis la pandémie. C'est-à-dire, on traite les sujets pour justifier toujours plus de contrôle social. C'est-à-dire, le danger, il y a une droite actuellement qui représente bien ça, une sorte de droite, un peu orwellienne, celle de Sarah Knafo, qui a des qualités, mais qui a quand même proposé d'installer des caméras dans pratiquement tout Paris, reliées à l'intelligence artificielle. À chaque fois qu'il y aurait une auto qui fait un bruit relié à un vol, donc qui est finalement la droite zémourienne qui propose littéralement un système orwellien contre l'immigration. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'aller à la source du problème, on justifie encore une fois la normalisation, l'état d'urgence, plus de sécurité, l'état de surveillance, etc. Donc, c'est ça que vous dites. Vous dites pas que l'islam, c'est pas un vrai problème. Vous dites ce qu'on en fait, c'est pour amener encore plus de contrôle. Le sujet que j'ai ramené du voile islamique, ce n'était qu'un exemple. Ça pourrait être aussi un sujet sur les opérations de sexe. En fait, tout est bon pour faire du sociétal et ne pas parler des questions structurelles comme celle du économique. Voilà. Un autre point très important que vous avez mentionné, c'est la progression de la surveillance et de l'urgence. Et en fait, c'est inévitable, comme toute dictature molle, parce que c'est une dictature molle, cette démocratie d'apparat, qui se rapproche du mur. Eh bien, on va avancer des agendas de surveillance, de censure
et de restriction des libertés individuelles. Donc ce que vous avez dit par rapport à la surveillance vidéo caméra, c'est un point, mais de toute façon c'est un agenda qui est déjà en cours. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de villes qui sont déjà équipées de ces dispositifs-là, avec parfois, ça a été relevé des procédures et des dispositifs plus ou moins illégaux. Donc dans tous les cas, que ce soit des sujets politiques ou bien des actions concrètes par des fonctionnaires et des élus en place, c'est déjà en cours. Non, c'est parce que... Et on voit que sur certains... Allez-y. Ouais, sur certains sujets, en fait, on voit que cette montée de la criminalité, on appelle ça la mexicanisation en France. Ouais, ça fait... Et, ce monde un petit peu orwellien, ça se retrouve parce qu'en fait, par exemple, les prestataires de services crypto sont obligés de faire des KYC. Maintenant, Macron veut que l'on upload sa carte d'identité. Ça vient de passer pour aller sur les réseaux sociaux. Donc, pour aller sur X ou TikTok, on devra uploader sa carte d'identité. Mais de l'autre côté, on est le pays où il y a le plus de bases de données qui sont hackées par des hackers et qui fuitent sur le darknet. Donc concrètement, d'un côté, on nous dit, on nous met des normes européennes, françaises pour être obligé de mettre sa carte d'identité partout et avoir des espèces de honeypots avec des énormes bases de données qui sont tenues par les gens de l'État. Et de l'autre côté, l'État avec ça, il traite mal la donnée, du coup ils se la font leak. Et parfois c'est même les fonctionnaires de l'État qui vendent les données des détenteurs de crypto aux personnes du crime organisé. Il y a eu plusieurs affaires comme ça, que ce soit des gens de la gendarmerie ou des impôts, qui sont de mèche avec le crime organisé, qui vendent les données personnelles des gens qui déclarent leur bitcoin ou leur crypto. Et ensuite, il y a des criminels qui viennent chez eux, qui les torturent et qui essayent de récupérer leur clé bitcoin ou toutes sortes de biens qu'ils ont chez eux. Ouais, on est le pays dans le monde où il y a le plus de crypto kidnapping. Alors qu'on est un pays qui fait que 70 millions d'habitants et on a plus de crypto-kidnapping en 2026 qu'aux États-Unis, par exemple. En dehors des crypto-kidnapping, de toute façon, c'est quelque chose qui s'est industrialisé en France. On voit même qu'il y a les bases de données de la gendarmerie, j'ai entendu parler de la DGSI, de la DGSE, donc les services de renseignement. On a les bases des armées, de leurs prestataires, absolument de tout le monde qui sont en libre accès sur Internet parce que ces bases de données se font pirater. Donc, ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'il y a le ciseau républicain, comme on l'appelle. On a d'un côté l'État et le gouvernement qui veut fliquer absolument tout le monde, donc qui collecte de la donnée, et de l'autre, ces données qui fuient et des gangs criminels qui viennent agresser les gens. Et la classe moyenne est coincée entre ces deux lames de ciseaux. Ce qui est intéressant, peut-être, parce qu'on parle souvent du déclin de civilisationnel européen ou occidental en général, et peut-être les sursauts qu'on voit dans d'autres pays comme les États-Unis, on ne sait pas trop, là, mais vous avez mentionné le Salvador et tout ça, l'Argentine. Donc, il y a comme une bataille culturelle. Est-ce qu'on n'est pas justement devant cette... on pourrait dire un déclin civilisationnel qui amène justement à de plus en plus de crimes et donc ce qui vient légitimer d'une certaine façon une plus grande, on pourrait dire surveillance, une plus grande importance que l'État va se donner pour garder la structure de la société. Donc, est-ce qu'on n'est pas d'une certaine façon devant l'incapacité de se réformer soi-même et donc les États ont d'une certaine façon raison de nous encadrer davantage puisque les individus sont de moins en moins responsables. Pour que la société se tienne, il faut avoir davantage de régulation. Est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce cercle vicieux-là et éventuellement, peut-être que la solution, c'est plus de responsabilité individuelle pour faire... mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut pas comprendre de cette façon les États à essayer d'encadrer d'une manière encore plus serrée la société? Bon, j'allais dire, il y a un truc très intéressant, c'est le parallèle que tu fais entre le Salvador qui lui a complètement réduit son crime d'une manière incroyable et qui aujourd'hui construit des cathédrales, et la France par exemple ou d'autres pays d'Europe qui abandonnent leur culture historique au profit d'un universalisme républicain
et qui s'en retrouve morcelé avec une civilisation en perdition, une natalité qui s'écroule et qui est forcé de fliquer ses citoyens pour essayer de conserver l'illusion le plus longtemps possible avant que le mur s'effondre, hein, pour reprendre l'analogie de Berlin. Donc en fait, ce qu'on a eu là, c'est clairement ce qu'on appelle, certains appellent le marxisme culturel. Et le marxisme culturel consiste à détruire, à déconstruire comment la société s'est construite naturellement pour faire un nouvel homme, un nouveau projet de société. Et on est en train de constater que ça ne fonctionne absolument pas et que, étant les seuls qui avons décidé d'abandonner notre culture et les fondements de celle-ci, eh bien, tous les autres qui ne l'ont pas fait finissent par nous déclasser. Voilà, pour le dire poliment. Mais il n'y a pas quelque chose d'anti-moderne. Il n'y a pas quelque chose d'anti-moderne, justement, là, dans cette volonté de faire perdurer le système de l'extérieur par un collectivisme. La modernité, c'est plutôt l'individu. Donc là, qu'on dédouane l'individu de ses propres responsabilités, c'est un projet, d'une certaine façon, de déconstruction de ce que la modernité avait comme projet, non? Je dirais que je reviendrai sur ton expression de tout à l'heure, État-providence, qui est d'ailleurs super révélateur de ce que ça veut dire derrière. Et en fait, nécessairement, quand tu as un État-providence, les gens qui le composent, cet État ou leur extension, les gens des associations, les collectivistes, etc., vont te regarder d'un regard jugeur et t'envoyer au goulag s'ils le pouvaient, si jamais tu fais de l'épargne toi-même. Parce que si tu épargnes, ça veut dire que tu ne fais pas confiance à l'État-providence, le nouveau Dieu, pour assurer ta vieillesse. Et en fait, à chaque fois que tu vas essayer de prendre tes responsabilités individuelles, il faudra les taxer ou les confisquer, parce que c'est une preuve que tu ne fais pas confiance au nouveau Dieu, l'État-providence, pour t'apporter ce dont tu as besoin. Et donc, je dirais même plus que ça, c'est pas seulement contre la modernité, c'est un système qui est mortifère et qui ira à sa perte par la destruction du capital, si on parle en termes économiques. Oui, Gégé, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette, on pourrait dire, c'est le régime médiéval finalement qui essaie de perdurer à travers cet État-providence, là. On refuse par ces mécanismes-là d'entrer dans une démarche véritablement moderne où est-ce que l'individu peut faire ses choix. Bah, le problème, surtout en France à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y a pas de colonne vertébrale et de culture commune. C'est-à-dire que pendant 2000 ans, on avait le catholicisme qui était un peu l'un des piliers de la société. Aujourd'hui, depuis la séparation de l'Église et de l'État, la Révolution française, on a complètement sapé ce pan-là de la société. Et en fait, c'est un peu comme un canard sans tête qui avance sans savoir où aller. Et en fait, avoir du multiculturalisme et avoir du collectivisme dans une société où il n'y a pas de tronc commun, et ben en fait ça ne crée que du chaos, tout simplement. Si on regarde les sociétés multiculturelles qui fonctionnent un petit peu, on a un petit élément de réponse à Dubaï. Quand tu es à Dubaï, tu sais que tu es dans une société musulmane, tu sais que tu ne peux pas te balader les seins à l'air dans la rue et que tu peux pas avoir un drapeau LGBT. Nous, en France, on n'a plus de culture commune. On importe des gens du tiers-monde avec des valeurs traditionnelles, mais les valeurs qui sont vendues par la société, c'est des transsexuels qui vont danser pour la fête de la musique à l'Élysée, et des valeurs qui sont vides de sens. On nous vend l'écologie, on nous vend le féminisme radical. Il y a rien de substantiel qui peut amener les gens à faire société. Donc en fait, dans une société où il n'y a pas de tronc commun et qui est multiculturelle, et ben en fait ça ne crée que du chaos. Donc ça, c'est ce que je disais dans un podcast il y a quelques semaines. Déjà que le collectivisme, l'histoire nous a appris que ça ne fonctionne pas. Du collectivisme qui est lié à du multiculturalisme, c'est encore pire. Le seul bref moment d'histoire où le socialisme a un petit peu marché, c'était le national-socialisme. C'était qu'il y avait une exaltation de la race. C'est peut-être pas le bon exemple, mais c'est que c'est plus facile d'avoir du collectivisme, pardon, si tu as une culture commune. Et or nous, on a du collectivisme mais aucune culture commune, donc c'est juste du chaos.
Donc, finalement, pour éviter, disons, les dérapages que vous venez de mentionner, le mieux, c'est justement de désengorger l'État, démanteler l'État, pour citer notre documentaire sur l'Argentine, afin de redonner de plus en plus aux individus. Et là, de ce souffle va naître l'émancipation. Et justement, on pourrait dire qu'on est devant une société multiculturelle d'une part et d'un État-providence d'autre part. On est un peu comme une cocotte minute où est-ce qu'on a et ça va exploser. Et là, il faut justement avoir une soupape d'évacuation et ça passe par le démantèlement de l'État le plus possible, peut-être de manière graduelle, mais quand même, c'est la voie empruntée aujourd'hui, selon vous? Oui, 100%. N'importe quel projet politique qui amène à moins d'État est bon à prendre. Même un parti politique qui dirait on va réduire les budgets de l'État de 1% par an, ce serait un vrai succès. Or, on voit que depuis 1974, l'État français n'a pas bouclé un budget à l'équilibre. C'est un peu comme si toi, tu avais une entreprise et tous les ans, tu perdais de l'argent, mais tu restais quand même dans le marché parce que tu as une capacité d'endettement qui est illimitée. Et le problème actuellement en France, c'est qu'en fait, le socialisme crée des problèmes. Et les gens, plus il y a de socialisme, plus ils sont pauvres, et plus ils sont pauvres, plus ils réclament le socialisme pour se sortir de cette situation-là. Et on est déjà le pays dans le monde avec le plus de prélèvements sociaux et d'impôts. Ça dépend les méthodes de calcul, mais on est soit premier, soit deuxième. Et là, on est en plein dans la spirale négative et la courbe de Laffer, où les producteurs de richesse se barrent à l'étranger. Que ce soit les gens qui sont pas encore riches mais qui vont le devenir, ou les gens qui sont déjà riches. Et du coup, plus on augmente les impôts, plus les gens se barrent à l'étranger. Plus les gens se barrent à l'étranger, plus les recettes fiscales baissent. Plus les recettes fiscales baissent, moins il y a de redistribution. Moins il y a de redistribution, plus ils veulent augmenter les impôts pour collectiviser encore plus. Donc c'est une spirale qui ne s'arrêtera que quand les frigos seront vides. L'impôt tue l'impôt, comme on dit chez nous. Oui, allez-y, Science. Non, c'est... Science et GG, comment êtes-vous perçu, vous, comme militant pour la liberté individuelle, la souveraineté économique et comme podcasteur, comme organisation aussi, comment la société française vous reçoit? Eh bien, je vais vous répondre de manière très directe. Ils ne savent pas comment nous recevoir. On est reçus comme des ovnis, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que l'on raconte, on va être insulté de gauchistes, on va être insulté parfois de nazis, on va être insulté de globalistes, on va être insulté de nationalistes. Cosmopolite, oui, parce que vous avez un volet international. C'est ça. Et en fait, on a remarqué que dans une société qui se morcelle autant, les gens ont plus besoin que jamais de te mettre dans une case. D'ailleurs, ça tombe bien. La grande proposition des créateurs de contenu et des médias reste bien dans leur case. Nous, on essaie de parler un peu de tout sans se mettre de limites. Et ça agace beaucoup et ça crée beaucoup d'animosité. Donc, pour répondre clairement, ils ne savent pas comment nous classer et on se fait insulter régulièrement par tous les camps et de choses qu'on n'est pas. Voilà. Ceci dit, on a eu juste juste pour terminer là-dessus, on a eu un article qui a été écrit par une journaliste qui se définit comme écolo-marxiste, qui a dit que nous étions des fascistes libertariens. Donc, c'est deux termes qui sont totalement antinomiques. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est allée trouver ça, mais pour elle, nous sommes des crypto-fascistes libertariens. Donc, nous sommes des libertariens turbo-socialistes. Je ne sais pas comment ça fonctionne. J'aimerais juste revenir sur un petit point qu'a mentionné Francis en parlant... je pense que c'était vous Francis, en parlant de toujours plus d'interventionnisme de l'État apporte plus de misère, le peuple réclame plus d'interventionnisme, etc. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de gens en France, mais aussi au Québec, qui sont agacés par l'immigration de masse, sur laquelle ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de levier démocratique. Et se font parfois séduire par des discours qui parlent de remigration. Donc c'est des discours que j'entends. Je fais partie des gens qui pensent que c'est un discours qui s'entend et qui peut se comprendre. Ceci dit, c'est encore une fois demander à son maître l'État de faire plus d'interventions, de faire plus de budget pour quelque chose, pour un mirage qui n'est pas économiquement et diplomatiquement viable.
parce que qui va payer pour tous ces avions, ces recherches à la ICE comme aux États-Unis, et ces avions et ces négociations diplomatiques avec les États tiers? Absolument personne n'a le budget pour ça. Et alors qu'il y a d'autres solutions, mais que personne ne veut entendre parce qu'il s'agit de réduire la taille de l'État. Si tu enlèves les aides sociales et que tu réduis la pression fiscale, mécaniquement, les gens qui se sont expatriés pour des raisons fiscales reviendront parce que ça redevient attractif. Et ceux qui ont immigré pour des raisons sociales et bénéficié d'aides et tout ce genre de choses, eux iront se chercher un nouveau paradis social ailleurs et émigreront d'eux-mêmes. Donc c'est ce que j'appelle la remigration inversée. Alors, qu'on soit d'accord ou non, c'est juste un sujet que j'aime amener sur la table pour que les gens réfléchissent aux mécaniques économiques et sociales un peu plus posément. Et c'est aussi les questions des retraites et l'immigration de masse qui venait un peu balancer les calculs actuariels et tout ça des États et tout. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec la robotisation et même les robots qui pourront éventuellement, peut-être plus rapidement qu'on pense, remplacer même nos cuisiniers et nos restaurateurs et tout ça. La demande pour les gains de productivité dont les sociétés qui vont adopter cette révolution vont éventuellement pourraient éponger, et donc le déficit démographique se relativise. Son importance pourrait se relativiser. Donc, peut-être que sommes-nous pas avec l'IA justement en train de changer de paradigme. On a pu voir notamment à Davos cette année, on peut penser à des Alex Karp, par exemple, le CEO, le PDG de Palantir et tout ça, qui ont parlé justement, et même Elon Musk parle souvent de ce gain, mais peut-être qu'il y a même des utopistes un peu justement très positifs comme Elon Musk qui parlent qu'on n'aura même plus besoin de travailler, etc., etc. Comment est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, disons, les grands, disons, qu'on pourrait parler aux différents fiscs et ceux qui font ces calculs-là dans des États, est-ce qu'ils commencent à prendre note de ce qui s'en vient? Et peut-être, justement, on pourrait voir cette nécessité, entre guillemets, économique de l'immigration disparaître. Est-ce que vous pensez qu'ils veulent pas insérer l'intelligence artificielle dans leurs calculs pour les choix, disons, sociétaux et démographiques à venir? Non, ils sont complètement à la ramasse là-dessus. Ils sont complètement à la ramasse. Faut pas penser que les gens qui maîtrisent la structure de l'État français ont une quelconque possibilité de se projeter dans le futur. Le léviathan de l'État français est rempli de bureaucrates qui ne veulent pas prendre de risques. C'est complètement phagocyté. Mais je pense qu'il faut pas non plus se rattacher je pense que l'avènement de l'IA et l'avènement d'Internet, du fait qu'on puisse faire de l'argent juste avec une connexion en ligne, par exemple travailler en Colombie pour une entreprise française ou des États-Unis, concrètement ça va changer la structure, les structures de dominance et la structure de l'État. Je pense qu'il faut pas non plus se raccrocher à l'ancienne vision qu'on a de l'État-nation. Et il faut essayer de se positionner pour reconstruire quelque chose de nouveau. Je ne sais pas comment ça va se formater. Ce sera peut-être des villes-États, ce sera peut-être des network states. Je ne sais pas comment ça va se matérialiser, mais je pense que personnellement, je suis pas forcément pour sauver la France parce que je ne suis pas sûr qu'elle soit sauvable. Mais je pense que si on se sauve soi-même, on sera dans une mesure en mesure de reconstruire quelque chose de nouveau, qui pourra être via la négociation, de pouvoir faire de l'indépendantisme. Je suis beaucoup ce qui se passe à Prospera, par exemple. Et si tu arrives à créer un noyau de nomades capitalistes et de gens qui ont de la ressource, peut-être que tu seras bien positionné pour reconstruire quelque chose de nouveau. Mais je pense pas qu'il faut se raccrocher à ce qu'était l'État-nation, parce que les disruptions d'Internet et de l'IA vont faire émerger quelque chose qui sera nouveau et qui sera pas pareil que ce qu'on a connu avant. C'est là que comprendre d'où vient l'accusation de globaliste, peut-être, de votre côté, parce que vous vous détachez. Donc, d'une certaine façon, vous êtes dans une posture d'ouverture totale, puisque vous savez qu'on va arriver à un endroit, et ces technologies vont être disruptives comme peut-être aucune technologie ne l'a été durant la civilisation humaine. Mais en même temps, justement, vous comprenez que ça peut être disruptif, et donc
donc beaucoup d'intérêts qui peuvent se sentir menacés actuellement. Comment gardez-vous un peu, comment s'adapter au jour le jour et comment des systèmes comme nos États, comme nos pays peuvent-ils s'adapter au jour le jour comme vous le faites vous? Ça paraît un peu plus facile de gérer au niveau individuel, non? Oui, ben justement, quelque chose que les gens savent pas exactement, c'est qu'il y a un esprit quand même communautaire au Bitcoin. D'un côté, bon, on vous accuse d'être libertarien. Moi, c'est une dimension que j'avais découvert à mon récent voyage au Salvador, où j'avais rencontré des gens de la communauté Bitcoin au Salvador, un certain John Dehaney, qui a une école Bitcoin assez connue que vous devez connaître. Et j'ai découvert, c'est ça, que chez les Bitcoiners, il y avait cette volonté de recréer, effectivement, de recréer quelque chose, mais quand même sur un mode assez communautaire. C'est comme vous dites, une communauté de nomades. Donc, oui, vous vous détachez de l'État-nation, mais vous n'êtes pas non plus dans un individualisme radical nécessairement. Vous n'êtes pas non plus des individus complètement déliés, là. Et ça, c'est méconnu du public. Je risque de faire un développement un peu long. Je m'excuse par avance, mais tout d'abord, quand on dit que la France ne survivra pas peut-être à cette disruption, il faut bien distinguer l'État français et le territoire, parce qu'il a pouvoir sur son territoire, et les Français. Donc de manière générale, nous, ce qu'on veut, c'est sauver la France, mais les Français. Pas le parasite qui s'est accroché au monopole de la violence pour pouvoir avoir une zone d'influence sur son territoire. C'est une première chose. Deuxième chose, GG a parlé de disruption grâce à ces nouvelles technologies, c'est pas nouveau. D'accord. Déjà, quand on repart au Moyen-Âge, en réalité, le roi avait très peu de pouvoir. Il devait négocier avec ses seigneurs jusqu'à l'arrivée de la poudre à canon. La poudre à canon, c'est une technologie qui a disrupté la structure du pouvoir, ce qui faisait que le roi pouvait très rapidement recruter sans grande formation des quantités astronomiques de soldats avec des fusils grâce à la poudre à canon, et donc on a vu apparaître des rois absolus, des rois qui régnaient sans partage du pouvoir avec les seigneurs. On a pu voir aussi avec l'imprimerie le fait que les seigneurs européens se soient très vite adaptés, même sur les technologies militaires, quand les seigneurs ottomans, contre qui ils étaient en guerre et qui refusaient d'accepter l'imprimerie parce qu'il fallait que ce soit absolument des calligraphes assermentés, etc., qui fassent les plans, eh bien, ils se sont fait dépasser. Donc, Internet ébranlait déjà la structure de l'État par le simple fait qu'aujourd'hui, on est en connexion pratiquement télépathique avec tout le reste du monde et on n'a plus besoin de faire confiance uniquement à l'État et ses canaux de distribution de l'information pour pouvoir s'informer et comprendre comment fonctionne le monde. Je pense que l'IA va d'autant plus ébranler cette structure et qu'il est très probable que la structure État-nation, avec un territoire comme on le pensait avant, finissent par disparaître. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un avenir avec ce qu'on pourrait appeler de nouvelles nations, des nations mais avec un autre sens, des nations au sens de la communauté, des nations au sens de la culture, des nations au sens du réseau. C'est-à-dire qu'on pourrait voir émerger rapidement des network states. Donc ça pourrait être des gens qui partagent un socle de valeurs communes, malgré qu'ils ne soient pas dans les mêmes zones géographiques, travailler ensemble, collaborer, avoir des lois tacites, avoir des contrats et fonctionner en diaspora en réalité. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau non plus. Je suis pas en train de réinventer la roue. On pourrait penser à la communauté juive qui fonctionne comme ça dans le monde. On pourrait penser à la communauté libanaise qui a malheureusement perdu son système financier, bancaire et puis même son État, on va pas se mentir, et qui aujourd'hui fonctionne en diaspora et qui a beaucoup de succès à travers le monde. Les Philippins, on peut penser aussi, on voit comment. Exactement. Mais la critique qui pourrait vous être faite, c'est d'une certaine façon que l'ancien monde, c'est-à-dire les États, en l'occurrence peut-être les États-Unis, contrôlent presque, ont un immense pouvoir justement sur le Bitcoin. Et là, on voit les différentes législations qui se font encore attendre aux États-Unis, mais on a vu une ouverture importante de Donald Trump par rapport au Bitcoin, par rapport au marché de la crypto et d'une certaine façon, une volonté en l'encadrant, une volonté de contrôler les contours. Et on pense même à la famille Trump qui est très investie dans le Bitcoin. Est-ce que, justement, l'hégémonie du Bitcoin et son importance grandissante, on verra où est-ce que ça va nous mener, mais est-ce que c'est pas justement une américanisation de l'économie et de la culture qui va s'opérer?
c'est important de préciser quand on dit que les États-Unis, entre guillemets, contrôlent Bitcoin. Ils peuvent contrôler la structure bancaire qu'il y a autour. Ils peuvent contrôler les ETF, qui sont des instruments papier, comme on peut en avoir sur l'or, mais ils n'ont aucun contrôle sur le protocole. Et quoi qu'il arrive, que Trump le veuille ou pas, je peux utiliser ma private key pour envoyer une transaction à Science ou à Jérôme ou à n'importe qui à travers le monde. Et ça, c'est ça qui est disruptif dans le Bitcoin. Alors bien sûr, il y a des tentatives d'essayer de le hijack, comme on dirait, tout comme ça s'est passé avec l'or physique, hein. C'est-à-dire qu'on va nous dire le Bitcoin on-chain que tu as sur ton ledger ou ton cold card, il est difficile à sécuriser, utilisez plutôt notre ETF, vous avez juste besoin d'ouvrir un compte chez nous et c'est plus facile, il y a moins de risques. Et en fait, en allant vers ce confort, on perd en souveraineté et en liberté parce qu'en fait, on se crée sa cage dorée. Mais c'est très important à préciser que si tu utilises Bitcoin de manière souveraine, en passant par exemple par Bull Bitcoin en self-custody, donc directement sur ta clé privée, personne ne peut t'empêcher de faire tes transactions et de dépenser tes bitcoins à ta guise, quoi que Trump fasse ou quoi que sa famille fasse ou quoi que les ETF fassent, tu seras capable de le faire et c'est ça qui est révolutionnaire dans le Bitcoin et c'est important de le dire. Mais on sait aussi qu'il y a une encryption qui se fait à travers le minage. Et là, vu l'intérêt que portent les Américains en particulier, d'une certaine façon, ça va être le pays qui mine le plus de Bitcoin qui va finalement en avoir la plus grande réserve éventuellement et finalement contrôler Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce niveau-là aussi? Ou peut-être c'est même pas un risque, peut-être une bonne chose que la majorité des Bitcoins soient contrôlés par les Américains. Quelles sont vos deux opinions là, sur cette question de l'avenir et du contrôle de l'univers Bitcoin? Il y a plusieurs éléments à répondre. Tout d'abord, c'est pas parce qu'on a la plus grande puissance de minage à un instant T qu'on a la plus grande quantité de Bitcoin. Quand bien même, avoir la plus grande quantité de Bitcoin peut avoir un impact, on va dire, sur le prix si on se décide à vendre ou ce genre de choses, mais n'octroie en rien à son propriétaire un contrôle sur le réseau. Ce qui veut dire que, de toute manière, je pourrais toujours envoyer ou recevoir des bitcoins librement, même si quelqu'un en détient une quantité substantielle. Le contrôle de Bitcoin de toute manière, il y a effectivement une volonté de vouloir se tirer la couette, comme on dit, mais il y a aussi une course et cette course-là, elle est pas limitée à Bitcoin, c'est un sujet directement lié à l'énergie. Aujourd'hui, la vraie course, c'est la course à la production énergétique, car on le sait tous. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Bitcoin n'échappe pas à la règle parce que Bitcoin permet d'équilibrer les réseaux. C'est-à-dire que quand on a une surproduction énergétique et pas de demande en face, on peut facilement brancher des appareils de minage de Bitcoin qui peuvent s'allumer et s'éteindre à n'importe quel moment pour équilibrer le réseau. Je prendrai par exemple l'exemple du Texas qui a une grande grille énergétique et qui n'avait que des productions intermittentes dépendant du vent et du soleil et pendant les pics de consommation, je me rappelle plus quel hiver c'était mais c'était il y a quelques années, il y avait eu énormément de morts parce que tout simplement l'énergie ne fonctionnait plus. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne peut plus arriver parce que la production s'est étoffée mais aussi qu'on a réussi à équilibrer le réseau grâce au minage de Bitcoin. Donc pour les États-Unis et pour les Américains, c'est une bonne chose en tout cas qu'il y ait cette course au minage. Je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde parce que ça incite à tous les pays et absolument tout le monde à produire davantage d'énergie que ceux dont ils ont besoin, car il y a un intérêt pécunier. Et in fine, de toute manière, tout cela ne change absolument pas le fondement même de l'utilisation de Bitcoin. À partir du moment où tu es propriétaire de tes clés cryptographiques, tu détiens ton Bitcoin, tu peux envoyer et recevoir du Bitcoin et vous pouvez laisser faire joujou avec leur Bitcoin et leurs appareils de minage à la famille Trump.
Bon, vous avez mentionné, on connaît le Bitcoin comme, vous avez mentionné l'or comme réserve de valeur, comme instrument d'échange, disons, à l'anonymat. Mais c'est davantage que ça. C'est vraiment un univers, le Bitcoin. Ça vient avec une philosophie, une façon de comprendre, le réel, la géographie, la culture, le divertissement. Vous avez mentionné votre podcast, Le Bunker, justement, qui a une dimension de divertissement. Parlez-nous un peu de cet univers-là. En quoi le Bitcoin transcende-t-il et surpasse-t-il ce simple instrument d'échange économique? Le Bitcoin, en fait, c'est une formation accélérée à l'économie parce que, en fait, Bitcoin existe pour le simple fait que ce qu'on appelle la monnaie fiat, c'est-à-dire les dollars canadiens, les euros, les dollars, etc., sont des monnaies qui sont contrôlées par des banques centrales qui peuvent faire absolument ce qu'elles veulent avec, c'est-à-dire que la plupart du temps, de toute manière, la direction objective, c'est d'imprimer toujours plus d'unités et par ce truchement, diminuer le pouvoir d'achat de la classe moyenne, celle qui travaille. À partir du moment où tu comprends Bitcoin, tu ouvres un peu les yeux sur ces phénomènes-là. Tu ouvres un peu les yeux aussi sur ce que c'est d'être propriétaire. La propriété privée et son importance. Et nécessairement, c'est tendanciel, les bitcoiners finissent par avoir une compréhension du monde et des affinités, on va dire, avec les idées économiques autrichiennes. C'est tendanciel, c'est un fait. Quand on comprend ce que c'est la monnaie dure, on ne peut pas s'empêcher de voir ce qui cloche autour de nous dû à la monnaie fiat qui s'imprime à tour de bras. Donc ça, c'est un premier point. Il y a un autre point que tu as abordé, que vous avez abordé, excusez-moi, c'est la couche sociale de Bitcoin. Effectivement, quand on est bitcoiner et qu'on a fait tout ce travail-là, quand on a fait ces 10 000 heures d'études sur le sujet, eh bien, on va se rapprocher naturellement des gens qui l'ont fait aussi. Et ça crée des affinités, ça crée des amitiés, ça crée un réseau. On sait, quand on s'adresse à un bitcoiner, on va dire féru, que on va avoir un socle commun de valeurs et de choses qui sont acquises. Et ça, c'est important, comme l'a mentionné Jérôme, mais pour nous, c'est pas l'alpha et l'oméga. On peut faire socle commun sur des tas de bases. Ça pourrait être la francophonie, ça pourrait être tout à fait autre chose. Le plus important dans ce que l'on promeut et l'avènement éventuel de communautés avec un fort alignement idéologique, c'est que si tu veux opérer en dehors du giron de l'État-nation traditionnel, il faut bien que tu aies une monnaie pour échanger entre les membres de ta diaspora. Et bon, vu qu'on va pas refaire les erreurs des siècles passés avec des banques centrales et l'arnaque de la monnaie fiat, eh bien, quoi de mieux que de partir sur une base avec une monnaie saine, une monnaie manipulable par personne, utilisable par tout le monde. Pas de trucage des règles du jeu. Et vous, comment vous voyez ça? Parce qu'il y a quand même l'avantage, entre guillemets, et le fait que la majorité des transactions se font, par exemple, encore en dollars de cette monnaie fiat, par exemple le dollar américain, c'est que ça apporte une certaine stabilité. Comment est-ce que vous répondez à cet argument de la stabilité de la monnaie fiat, puisqu'elle est endossée par une des plus grandes économies du monde. Et parallèlement, on peut penser, à l'heure où on se parle, disons, à la grande volatilité du Bitcoin dans sa valeur. On peut penser actuellement, depuis quelques mois, elle a perdu énormément en valeur. Donc, comment est-ce que vous répondez justement à cet argument de la stabilité, vous, de votre côté, GG? En fait, il faut pas voir le dollar comme quelque chose de stable. Le dollar s'effondre sur le long terme. Si tu calcules le taux réel d'inflation du dollar sur ces 40 dernières années, et c'est la monnaie où il y a le moins d'inflation, tu es entre 4 et 6% d'inflation minimum par an. Donc en fait, si tu détiens du dollar, tu es sûr de devenir pauvre d'année en année. Et le Bitcoin, c'est l'inverse. Si tu détiens du Bitcoin, tu vas avoir certes une volatilité qui est beaucoup plus élevée, mais si tu regardes sur le moyen terme, la courbe ne fait qu'augmenter. Alors, il faut quand même, faut être discipliné et faut pas être victime de ses émotions. C'est-à-dire que la plupart des gens sont excités quand le prix est haut, donc ils achètent, et ils ont peur quand le prix est bas, donc ils vendent. C'est pour ça que nous, on conseille aux gens juste d'utiliser Bitcoin comme une réserve de valeur.
C'est-à-dire que dès que tu vas accumuler du capital, tu vas le mettre dedans. Et tout ce que tu investis dans Bitcoin, faut que tu te dises que faut que tu aies un horizon d'investissement sur 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 ans minimum. Mais c'est ce système fiat qui nous a un petit peu appris à avoir cette gratification instantanée. Si tu réfléchis en logique d'investissement, Warren Buffett, quand il achète une action, il réfléchit pas à quel va être son cours sur les 2 prochaines années, il calcule sur 10, 20, 30 ans. Et d'après moi, après c'est au niveau de la conviction. Si tu prends le temps d'étudier Bitcoin et de comprendre à quel point le système de monnaie dette, le système du dollar est cassé, en fait ça va pas être risqué pour toi d'investir dans Bitcoin. D'ailleurs, je pense à ça en parlant de ça. Elon Musk nous avait dit l'année dernière qu'on devait auditer Fort Knox. On n'en a jamais entendu parler. C'est assez marrant de constater. Donc, je pense pas que le dollar soit stable. C'est juste que c'est de l'inflation, c'est une mort lente et douloureuse, quoi. Mais en même temps, on voit que le Bitcoin est sensible aux aléas du marché, le marché qui, lui, est en dollars US, par exemple. Comment est-ce que vous voyez un peu, par exemple, il y a toute une polémique autour de cette firme Jane Street qui aurait fait du shortage par rapport au Bitcoin à 10 heures tous les jours depuis quelques jours. Et là, il y a justement une enquête, entre guillemets, contre Jane Street. Et là, le shortage de 10 heures tous les matins aurait cessé. Et là, il y a une remontée. Comment est-ce que vous voyez d'abord peut-être ce cas particulier là, qui est vraiment d'actualité et comment voyez-vous, disons, cette vulnérabilité, on pourrait dire, de la valeur du Bitcoin par rapport au marché? C'est absolument pas une vulnérabilité. C'est pour ça que nous, on est des Bitcoin maximalistes et on travaille notamment aussi avec Bull Bitcoin que vous connaissez très bien. Donc, on ne conseille aux gens d'utiliser Bitcoin que en self-custody, sans intermédiaire. C'est comme l'or. Tu as 2 choix. Tu peux acheter un lingot d'or et l'avoir chez toi, ou tu peux acheter de l'or papier, qui sera une reconnaissance de dette. Pour moi, si tu achètes des outils d'instruments de Bitcoin papier, tu ne détiens pas de Bitcoin. À partir du moment où c'est une reconnaissance de dette, tu ne détiens pas de Bitcoin. Donc, les gens qui achètent des ETF ou des actions micro-stratégie ou toutes sortes d'étalons papier de Bitcoin font partie du problème et vont amener parce que le pouvoir corrompt en fait. Ces entreprises-là, ils vont pouvoir ensuite faire de la réserve fractionnaire dessus. Alors c'est pas objectivement de la réserve fractionnaire, mais c'est juste qu'ils utilisent des systèmes compliqués de finances traditionnelles pour pouvoir augmenter la supply, parce que à partir du moment où ils ont la possibilité de le faire, ils vont le faire, et sur un temps assez long, le concept du Bitcoin, c'est de ne faire confiance à personne. Donc tu ne peux pas faire confiance à un custodian qui va garder tes Bitcoins pour toi. Tu es obligé de prendre le chemin difficile, d'avoir tes bitcoins sur ta clé, d'apprendre à les sécuriser. Et c'est à ce moment-là que tu pourras jouir de la liberté que le bitcoin te procure, quoi. Et sur la question de Jane Street, est-ce que vous avez, parce que ce que vous dites d'une certaine façon, c'est qu'il n'y a pas de vulnérabilité, mais en même temps, il y a quand même un effet à court terme sur la valeur du Bitcoin qui peut affecter la finance personnelle. Là, comment est-ce que vous positionnez? Comment est-ce que vous-même, qui avez des Bitcoins maximalistes, comment est-ce que vous gérez ça un peu au jour le jour? Comment vous rationalisez un peu tout ça? C'est un peu ce qu'a dit GG avec le fait qu'il y a de l'or papier et de l'or physique. En fait, beaucoup de gens, quand ils pensent à Bitcoin, ne pensent qu'à son prix, à sa volatilité, comme vous l'avez mentionné. En réalité, quand tu le détiens toi-même, tu vois le nombre d'unités de Bitcoin que tu détiens, et quel que soit le prix, ce nombre d'unités ne change pas. C'est comme si on détenait un lingot d'or, peut-être de, je sais pas, 1 kilo. Eh bien, on voit le prix s'exciter, parce que d'ailleurs, on parle de volatilité, mais on n'a pas parlé de la volatilité de l'or ces derniers temps, qui est absolument incroyable. Il n'y a plus rien qui est à l'abri de la volatilité maintenant, de toute façon. C'est ce qu'on voit récemment, là. On voit les prix s'exciter comme ça, mais quand on regarde son lingot d'or, il a pas bougé, il fait toujours 1 kilo. Donc en vérité, c'est son prix et non sa valeur. C'est pas l'asset qui a changé. Donc ça, c'est le point important que soulevait GG. Deuxièmement, quand on le détient pas soi-même et qu'on le détient au travers
d'institutions financières qui font du papier comme ils le font avec l'or d'ailleurs, eh bien, on s'aperçoit rapidement que ces gens-là abusent de leur pouvoir et font de l'inflation sur la supply, c'est-à-dire qu'en réalité, vous détenez moins que ce que vous croyez. Alors, voilà, ça c'était pour résumer un peu ce que GG a dit, mais il faut savoir que, par exemple, on n'a pas parlé de l'or, mais je vais l'amener sur la table, vous allez comprendre pourquoi. L'or a été attaqué constamment au fil de l'histoire, et on peut se rappeler de l'ordre exécutif 6102 aux États-Unis, qui avait forcé tous les citoyens à ramener leur or dans des banques. Cet or a été confisqué en fait quelque part par l'État via les banques, et on a racheté aux citoyens à un tarif fixe contre du dollar, ce dollar qui était censé être convertible en or, puis qui ne l'a plus été par la suite. Donc c'est toujours la même logique d'arnaque. Il y a cette partie-là d'un côté. Et il y a l'autre partie qui est que les banques se font condamner régulièrement pour des shorts, donc des ordres courts nus, si j'essaie de tout traduire, ou des naked shorts, ou bien alors de la supply hors papier, c'est-à-dire qu'ils vont créer une fausse quantité d'or, pouvoir récolter plus d'argent. Les gens croient qu'ils détiennent de l'or, mais s'il y avait un bank run, c'est-à-dire si tout le monde réclamait son or ou son argent exprimé en dollars, eh bien la banque en question ne pourrait pas accéder à la demande. Donc c'est des choses que l'on voit tout le temps. Sur Bitcoin, le gros avantage, c'est qu'il n'est pas confiscable et que beaucoup de gens vont se faire avoir parce qu'ils pensent que c'est trop risqué, parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué, en passant par des proxys comme l'or papier. Et puis on voit bien que ces firmes qui ont qui ont du Bitcoin papier, elles n'ont pas vraiment de garde-fous, elles n'ont pas vraiment de preuves de réserve convaincantes, elles sont tout à fait capables de faire de la quantité artificielle. Et après, les institutions financières vautours sont ce qu'elles sont. Les naked shorts dont on parlait, c'est quelque chose qui est inévitable. Et la seule chose que l'on peut dire, c'est que c'est des illusions court terme. Tu ne peux pas combattre le marché à long terme. C'est ce qui s'est passé notamment sur l'or, à mon avis, avec l'explosion récente. Et donc, c'est effectivement dérangeant et c'est du bruit à court terme. On voit peut-être le prix de ces assets diminuer sur certaines périodes. Mais sur le temps long, ça ne change rien. Vous détenez absolument toujours la même quantité de Bitcoin. Et c'est ça qui compte pour un Bitcoiner. Et puis nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'aspect pour avoir du Bitcoin pour éviter que l'État ait un levier sur toi. C'est-à-dire que si tu as une maison, c'est une reconnaissance de dette. En fait, c'est juste l'État qui met son tampon sur un papier et qui est soi-disant obligé d'utiliser son monopole sur la violence pour chasser des gens qui pourraient habiter dans ta maison si c'est toi qui as le papier officiel qui prouve que tu détiens ta maison. C'est la même chose pour les actions. Ce sont des reconnaissances de dette de l'État. Donc, ça passe toujours par un parti tiers et ton bien est toujours relié à ta carte d'identité. Le Bitcoin en self-custody ou l'or physique, ce sont des biens que tu détiens sans parti tiers. Donc, plus tu détiens de Bitcoin en self-custody, moins l'État a de levier sur toi. Donc moins l'État a de possibilités de te saisir ou de t'empêcher d'utiliser ton argent ou toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose qui est très important. Parce que concrètement, si les gens payent des impôts, par exemple, c'est parce qu'ils savent très bien que s'ils arrêtent d'en payer, l'État va saisir leur maison. Alors je dis pas que l'État peut pas te mettre en prison si tu paies pas tes impôts, quoique en France c'est quasiment impossible si tu oublies de payer tes impôts, que tu fais pas de fraude fiscale. Mais tu as le cœur un peu plus léger et tu réfléchis un peu plus sereinement. Tu as moins cette épée de Damoclès sur toi. On l'a vu par exemple. Mais c'est de la résilience et ça passe aussi par les réseaux sociaux. Là on l'a vu il y a 2 jours, il y a un YouTuber qui s'est fait bannir de Patreon parce qu'il avait fait une vidéo sur des communautés dans le New Jersey aux États-Unis. Et en fait, nous, on est dans une logique de résilience. On veut le moins on veut que l'État et les GAFAM aient le moins de levier sur nous possible. Et Bitcoin, c'est l'outil parfait pour ça. Parfait. En terminant, chers amis, comment nos auditeurs peuvent-ils vous suivre ou vous suivre? Eh bien, ils peuvent nous retrouver assez facilement. On est sur l'ensemble des plateformes connues comme Instagram, X ou YouTube.
Très simplement en tapant le bunker BTC, tout collé, ils nous trouveront assez facilement. Donc, et sous le pseudonyme de Science également sur X et celui de GG. GGLSMR4. Je me suis fait bannir 5 fois sur Twitter avant que Elon Musk arrive. Du coup, j'ai dû rajouter des chiffres à chaque fois. D'accord, un peu R2D2, ça marche. Et donc, on va mettre vos références dans la description de ce podcast pour ceux qui voudraient vous suivre. Et éventuellement, on va avoir l'occasion de se reparler, disons, d'ici la fin de la saison, d'ici l'été prochain, pour continuer à discuter sur cette question du Bitcoin et des différentes manières de se libérer et de s'émanciper comme individu à travers cette technologie du Bitcoin qui est disponible notamment et d'une manière privilégiée si on croit vos propos sur des plateformes comme Bull Bitcoin qui vous permettent d'accéder à la propriété du Bitcoin lui-même et non pas de sa, on pourrait dire, contrefaçon qu'on pourrait dire chez les grands fonds tels que BlackRock et tous les ETF qui existent autour de cette révolution du Bitcoin. Donc, on invite évidemment nos auditeurs à aller sur le site de Bull Bitcoin que vous pouvez voir notamment et dont les liens sont également disponibles sur le site web de Libremédia ou libre-media.com. Alors, GG et Science, merci beaucoup d'avoir été avec nous et bonne continuité à vous. Et on va bientôt se reparler pour parler de l'actualité Bitcoin. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Et donc, Jérôme, on va annoncer aussi en primeur qu'il va y avoir une conférence avec nos amis autour de cette technologie du Bitcoin et plus particulièrement de cette plateforme Bull Bitcoin qui aura lieu mercredi le 29 avril à 19h à Québec. C'est bien ça? Exactement. Donc, c'est la prochaine grande conférence co-organisée par Libremédia et Bull Bitcoin. La dernière fois, c'était en collaboration avec la Fédération canadienne des contribuables. Vous vous rappelez sur le thème de la fin, potentiel du modèle québécois. Donc, une grande conférence, oui, sur le Bitcoin, mais plus largement sur la liberté et la souveraineté économique. Donc, on va parler, on va pouvoir développer sur les thèmes qu'on vient d'aborder dans le cadre de cette émission-là. Donc, les billets ne sont pas encore en vente, mais ils vont l'être très bientôt, fin mars. Surveillez ça. Donc, une grande conférence qui va se tenir à la Seine-Le-Bourgneuf à Québec, dans le secteur Le Bourgneuf. Donc, une salle à laquelle on est habitué, à laquelle nos auditeurs, nos abonnés sont habitués, du moins ceux de Québec. Donc, surveillez ça. Fin mars, on va lancer tout ça. Grande conférence sur la liberté économique à Québec. Comme un moyen d'émancipation, vous pourrez retrouver tout cela sur le site web de Libremédia au libre-media.com. Voilà, c'est tout pour le balado de cette semaine. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires ou une note sur les différentes plateformes de balado-diffusion. Cela nous aide beaucoup à faire connaître et rayonner le podcast. Vous pouvez également vous abonner pour la modique somme mensuelle de 4 $ par mois, ce qui vous donne, entre autres choses, accès illimité à tous nos contenus. Vous pouvez également nous suivre sur X, TikTok ou si vous êtes à l'extérieur du Canada, ce pays libre et démocratique, vous pouvez nous rejoindre sur l'ensemble des plateformes du groupe Meta. Jérôme, bon week-end à toi, bon week-end mexicain. Fais attention aussi, on sait que la situation est gravissime d'une certaine façon, là, mais bon week-end. Oui, en terminant, je renvoie nos auditeurs aux articles qui ont été publiés cette semaine sur la situation au Mexique. Il y en a eu 3 quand même, dont un sur le terrain. Donc, pour ceux qui s'intéressent à ce qui est arrivé et ce qui est encore en cours, libre-media.com, 3 articles sur la situation au Mexique. Et à vous tous et toutes, merci d'avoir été les nôtres. Et revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode du Libre Podcast.